Mercredi 26 octobre 2022, Martin Winkler, auteur des précédents livres En souvenir d'André, Le cœur des femmes ou encore Les histoires de Franz, présentait à la librairie Ombre Blanche son nouveau roman paru chez POL, Franz en Amérique. Bonne écoute. Bonjour Martin. Bonjour Baptiste. Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus ce soir. Alors, on va se tutoyer, parce qu'on Bien se sûr, tutoie dans bien la sûr. vraie vie, on va pas faire semblant. Non. Voilà. Bon, je vais te Merci, présenter. merci Je voudrais remercier Ombre Blanche de m'avoir invité. Et Baptiste, alors je me disais, la dernière fois c'était Baptiste, mais là il va être occupé, il bosse tout le temps, etc. Ils me disent, non, c'est Baptiste. C'est lui, c'est toi d'ailleurs qui m'a dit, Oui. c'est moi qui présente. Oh bon, bah alors. Moi, Donc j'étais merci ravi. Baptiste de m'avoir. J'étais ravi. C'est un petit rendez-vous annuel comme ça. Pas tout à fait, Ouais. mais presque. presque. Il fait 900 pages, tu peux pas en écrire tous les ans non plus. Oui, c'est là. Ouais, le suivant, il fera pas 900 pages. Bon, je te présente donc, Martin Winkler, que vous connaissez probablement toutes et tous. Donc, tu es écrivain, tu es essayiste aussi, tu as écrit plusieurs essais, notamment sur les séries. Tes romans, bon, tu en as écrit beaucoup, dans La maladie de Saxe, voilà. Et je suis plus vieux que toi, donc. Le cœur des femmes, L'école des soignantes, et cette trilogie dont tu viens nous présenter ce soir le dernier tome. Et tu es aussi, on peut dire ça, militant. Oui, on peut dire ça. Voilà, contre les maltraitances médicales et militant pro-féministe. Ça te va comme présentation? Écoute, si c'est toi qui le dis, ça me va très bien. T'aurais dit quoi? Moi, je peux pas dire que je suis féministe parce que. J'ai dit c'est pro-féministe. Ou pro-féministe, mais tu vois, j'aurais pas dit pro-féministe parce que pour moi, je sais pas si j'aurais utilisé cette expression, mais parce que c'est pas à moi de le dire, c'est D'accord. plutôt aux personnes concernées de le D'accord. dire. Si elles le ressentent comme ça. Bon, alors toi, si tu le dis, c'est que tu le ressens comme ça. Je le ressens comme ça. Merci. Bon, donc tu viens nous parler de ce troisième tome qui s'appelle Franz en Amérique. Et donc c'est le troisième volume que tu as commencé par Abraham et Fils en 2016. Ensuite, tu as écrit Les histoires de France. Les histoires de France, pardon, où tu racontais ses aventures au lycée, d'accord, en 2017. Donc, tu as fait une grosse pause. Entre-temps, tu as sorti L'école des soignantes. Et donc, Franz en Amérique, où tu clôt donc cette trilogie consacrée à la relation entre un père et son fils. Et on peut très bien, je l'ai fait comme ça quand je l'ai conçu, parce qu'il y a eu un grand délai entre le deuxième et le troisième pour des raisons qui sont indépendantes des livres eux-mêmes. Mais quand j'ai commencé à l'écrire, et j'avais fait la même chose avec Les histoires de France, c'est-à-dire je voulais qu'on puisse rentrer dans n'importe quel livre, dans n'importe quel ordre. Et là, quand j'ai écrit France en Amérique, je me suis dit, on peut même commencer par France en Amérique et lire les deux précédents ensuite, parce qu'en fait, c'est une boucle. C'est une boucle sur la relation entre le père et le fils, mais ça peut se lire dans n'importe quel ordre, et ça peut se lire en commençant par, entre guillemets, la fin, qui n'est pas la fin, en fait. Et on le sent bien, ça, notamment à cause de la chronologie qui est un petit peu bouleversée, d'accord, puisque on a Marco aujourd'hui qui parle avec Franz et qui lisent ensemble les lettres qu'il a envoyées à l'époque à sa famille, et on a à la fois le temps présent, Franz en Amérique et les lettres de ce qui s'est passé à l'époque, et on suit également à l'époque ce qui se passait en France, du côté du père de Franz, Abraham, et de son épouse, avec en toile de fond, parce que Claire et Abraham s'occupent. C'est des militants pro-féministes. C'est des militants pro-féministes qui s'occupent, on peut dire, une sorte de d'un réseau d'IVG clandestin. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc on suit ces différentes temporalités et donc l'arrivée de Franz en Amérique, où il va tomber sur une famille un peu particulière, en tout cas. Tu peux nous en parler un petit peu de cette famille? Oui. Donc ça, je précise, parce que Baptiste l'a pas fait, que ça se passe, son année en Amérique, il décide de partir un an dans une famille, dans une communauté, dans un lycée. Il est envoyé par une association qui s'occupe de faire ça et qui accueille aussi des gens dans différents pays. Et ça se passe en 1971-1972. Il part à l'été 71, il revient à l'été 1972, et il arrive dans une famille.
quand l'association à Paris des lycéens, des lycéennes et des familles, en fait, il y a des deux côtés, on remplit des dossiers qui sont des dossiers d'autodescription, qui on est, comment on vit, etc. Qu'est-ce qu'on a comme goût. Et lui, il a fait ça, et c'est d'ailleurs c'est en fait la forme du deuxième, les histoires de France, c'est ça, c'est il remplit son dossier et il dit qu'il est à l'intérieur du dossier. Et puis sa famille a fait la même chose, mais sa famille n'a pas exactement dit comment elle vit, parce que c'est une famille un peu particulière. En fait, c'est deux couples qui vivent ensemble dans deux appartements contigus, à ceci près qu'il n'y a pas de porte entre les appartements, il n'y a qu'une porte vers le couloir. Et en fait, dans les deux appartements, il y a les enfants. Ils ont deux enfants, deux couples qui ont chacun un enfant. Les deux enfants, puis Franz, vivent dans un des appartements et les quatre autres dans l'autre. Et les deux enfants de la famille, il y a une famille qui est juive américaine et l'autre qui est afro-américaine. Et les deux enfants disent à Franz, ils lui disent, écoute, il ne faut pas que tu traverses le couloir entre minuit et 7 heures du matin, sauf si tu es à l'article de la mort. Parce que c'est leur règle. On ne va pas déranger les mamas et les papas entre minuit et 7 heures du matin. Et là, il comprend, mais bon, il en a vu d'autres, il comprend que c'est une famille un peu spéciale. En fait, c'est une famille polyamoureuse. D'ailleurs, c'est 4 personnes qui vivent ensemble et on ne saura pas exactement comment ils font leur... comment dirais-je, comment ils, c'est pas leurs, oui c'est ça, comment ils vivent leur relation amoureuse, parce que c'est pas le sujet du livre, mais c'est une famille très particulière dans laquelle ils se sentent tout de suite très bien. Et cette famille, il va donc l'ouvrir à la culture américaine et notamment ce qu'on appelle la contre-culture, avec tout ce qui, à l'époque, a fait vraiment le sel de ces années-là, hein, c'est-à-dire la lutte pour les droits civiques de la communauté gay. On va croiser des Black Panthers aussi, évidemment les milieux féministes. Est-ce que ça a été un moyen pour toi, en parlant de cette époque, de parler de la nôtre du coup, Alors, j'avais un double projet, qui était un projet un peu personnel, intime. C'était de raconter comment le fait d'être transplanté dans un monde... qu'on croit connaître, et moi c'est ce que je pensais le connaître parce que je regardais des films américains, je lisais des livres américains, j'écoutais de la musique américaine, et je croyais connaître ça, et comment j'ai vécu un choc culturel extrêmement important, et je suis pas allé en Californie, France est en Californie, moi je suis allé dans le Minnesota. Le Minnesota, c'est un État dont on n'a jamais entendu parler, j'étais très surpris de savoir que j'avais dans le Minnesota quand j'ai su ça, mais le choc culturel a été extrêmement grand aussi. Et je voulais parler de la manière par laquelle ce choc culturel m'avait fait changer. Hein. Je disais tout à l'heure au café, je disais à Baptiste, toutes les analyses que je fais sur les maltraitances médicales en France, je ne les aurais pas faites si je n'avais pas eu d'autres modèles, d'autres exemples que j'ai rencontrés là-bas. Donc ça, c'était quelque chose d'assez personnel, d'assez intime. Comment on comprend d'où on vient, qui on est et qu'est-ce qu'on a envie de faire au contact de gens qui ne sont pas les gens parmi lesquels on a grandi et qui vous accueillent en acceptant qui vous êtes parce qu'ils n'ont pas d'attente particulière. Au contraire, ils attendent de savoir qui vous êtes. Ils attendent de vous voir exprimer votre individualité, mais ils n'ont pas d'attente comme vos parents à 17 ans peuvent avoir des attentes à votre égard et vouloir que vous vous comportiez d'une manière ou d'une autre. Le deuxième volet du projet, c'est qu'en fait, je voulais m'offrir une sorte de voyage dans le temps, parce que, comme beaucoup de gens, j'ai été très impressionné par ce qu'on appelle la contre-culture. La contre-culture, c'est tous les mouvements qui remettent en cause l'ordre établi dans les années 60 et 70 aux États-Unis, et qui, et ça passe par donc les luttes féministes, les droits civils, l'accession à l'identité de la communauté gay qui dit nous existons et on va arrêter de nous taper dessus sous prétexte que on veut vivre notre vie comme on l'entend. Mais il y a aussi les syndicalistes chicanos, il y a plein de gens. Et tout ça s'exprime au travers des activités artistiques, en particulier de la chanson. Donc je voulais parler aussi de quelque chose dans quoi j'ai baigné, c'est-à-dire la chanson des années 60 et 70. Donc, et
je voulais le faire. Alors, je me suis demandé où j'envoyais mon personnage. Et puis, je me suis dit, je vais l'envoyer à l'endroit où il y a le plus grand nombre de communautés au même endroit qui essayent de s'exprimer. C'est-à-dire, toutes les contre-cultures sont là. Et je voulais m'offrir ce voyage parce que moi, j'y suis pas allé. Donc, j'ai fait un voyage dans le temps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que tout ce qu'on veut savoir sur les contre-cultures, c'est en ligne. Et c'est en ligne gratuitement. J'ai trouvé tout le journal des Black Panthers en ligne. Je peux semaine après semaine. Alors, il y a 4 ou 5 années du journal. Il y a un journal le journal de la communauté gay de San Francisco qui s'appelle The Bay Area Reporter, le reporter de la baie. Et c'est pareil, c'est en ligne, indexé. Tu sais exactement. Des archives incroyables. Des archives incroyables qui ont été conservées, et qui sont mises à la disposition du public parce que il y a tout un travail de mémoire. On veut pas que ça se perde, tu vois. Je suis allé à San Francisco il y a quelques années à l'occasion d'une résidence d'écrivains. C'est comme ça que le projet a commencé. Et il y a un quartier qui est le quartier du Castro à San Francisco, qui est le quartier gay, qui n'était pas tout à fait le quartier gay dans les années 70, mais qui est devenu le quartier gay maintenant, dans lequel il y a une douzaine de musées sur l'histoire des luttes gays aux États-Unis et à San Francisco en particulier. Donc tu rentres, ils te disent tu contribues comme tu veux, c'est-à-dire c'est pas payant, c'est financé par les dons de la communauté, par des, tu vois. Et dit et puis ils te donnent 50 000 références si tu veux en savoir plus. Donc c'est merveilleux, quoi. Il y a un partage. Tu sais que le projet d'archives LGBT à Paris, oui. Il fait grincer les dents de toute la droite, l'extrême droite, qui disent que voilà, c'est du communautarisme, alors que dans tous les autres pays... Ça paraît normal. Et c'est une des choses qui font réfléchir quand on sait ça. Quand on compare ce qui se fait dans d'autres pays et qui ne gêne personne, et qu'on voit en France, oh là là, mon Dieu, on va tous être transformés en statue de sel. Alors, donc j'ai fait 2 choses. J'ai essayé de raconter une histoire personnelle, intime. Il y a une histoire d'amour qui ne m'est pas arrivée, malheureusement. Mais enfin, pas à ce moment-là, qui m'est arrivée, mais beaucoup plus tard, que j'ai transposé parce que je voulais qu'il y ait des histoires d'amour. C'est pour ça que le livre s'appelle Romance. Enfin, le sous-titre, c'est Romances au pluriel. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour dedans. Et je voulais aussi faire cette exploration pour essayer de retrouver un certain nombre de choses et puis aussi de les apprendre, parce qu'il y avait énormément de choses que je ne savais pas. Je veux dire, moi, quand j'apprends des choses, j'ai envie de les mettre dans un livre pour les partager. Et là, par exemple, je savais qui étaient les Black Panthers, mais je ne connaissais pas l'histoire des Black Panthers. Donc, quand j'ai appris l'histoire des Black Panthers, il y avait des éléments tellement saisissants que je me suis dit, je vais les mettre. On apprend plein de choses, notamment, par exemple, sur les conscrits de la guerre du Vietnam. Oui. Enfin, à quel point c'était injuste, quoi. Oui. Voilà. C'était principalement les jeunes gens pauvres, Ah oui, voilà. donc noirs, parce qu'ils ne faisaient pas d'études et qu'ils n'avaient pas. Enfin, ceux qui faisaient des études étaient sursitaires. Si tu n'avais pas d'argent, tu ne faisais pas d'études. Donc, comme majoritairement les jeunes noirs n'avaient pas d'argent, ils ne faisaient pas d'études, donc ils allaient se faire tuer au Vietnam en premier. Et donc, alors il y a aussi un fil rouge qui court tout au long du livre, c'est l'avènement des luttes anticoloniales, et en particulier incarné par le personnage de Franz qui lui vient d'Algérie. Il est parti d'Algérie, pourquoi ? Parce qu'il y a eu les luttes coloniales. Et c'est un peu compliqué de raconter son histoire, mais à un moment donné, il se rend compte que il n'est pas comme on le qualifie en France, il n'est pas un rapatrié, il est un réfugié. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a été obligé de quitter son pays à cause d'une guerre. Une guerre qui a d'ailleurs été provoquée par le colonialisme. Et c'est l'époque dans laquelle tous les pays émergents essayent de sortir du colonialisme. Donc il y a en plus cette contre-culture-là qui se cristallise, qui est beaucoup d'ailleurs invoquée par les Black Panthers, parce que les Black Panthers disent on veut sortir de la domination blanche aux États-Unis, comme les pays colonisés veulent sortir de la colonisation.
Donc, il y a toutes ces luttes en même temps. Et c'est fascinant parce que en même temps, ça se passe dans une zone, dans une ville. Alors, c'est pas San Francisco, c'est Oakland, de l'autre côté de la baie. Ça se passe dans une ville dans laquelle il y a énormément de communautés différentes qui vivent très paisiblement. Je décris le lycée dans lequel Franz Vass, qui est un lycée qui existe vraiment, qui s'appelle Oakland High School. Et tous les lycées aux États-Unis ont ce qu'on appelle des yearbooks, c'est-à-dire des annuaires des élèves, mais aussi des enseignants, mais aussi des activités, année par année. Et je décris l'annuaire, non pas de l'année de Franz, parce que je ne l'ai pas retrouvé en ligne, mais celui de l'année précédente, où quand on voit le programme qu'il y avait dans ce lycée, quand on voit... il y a une jeune professeure afro-américaine qui donne le premier cours de Black Studies, d'études afro-américaines, en 1970. Bon. Et puis à un moment donné, il est dit, par exemple, il y a un atelier d'imprimerie, et ils disent, oui, l'atelier d'imprimerie est majoritairement des filles. En fait, c'est en rapport avec le fait que parmi les Black Panthers, 80% des Black Panthers, c'était des jeunes gens, et c'était des femmes. Et elles faisaient tout. Il n'y avait que les garçons qui défilaient avec les armes et avec leurs bérets, etc. Mais 80% des Black Panthers, c'était des femmes. Et il y a des luttes à l'intérieur des Black Panthers, parce que les femmes disent, mais on veut sortir aussi de la domination des hommes. Mais vous ne voulez pas entendre que la domination blanche, vous la reproduisez, vous, avec les femmes de la communauté afro-américaine. Enfin, tout ça, c'est une mosaïque de thèmes absolument fascinants. Je me suis dit, bon, il faut que j'aille plonger là-dedans et que j'en fasse un roman. Tu le fais bien, et c'est vrai qu'il y a toute une réflexion qui court pendant le livre, notamment autour de Franz, et une réflexion autour de Franz, c'est de l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'une identité, et peut-on se reconnaître au sein d'une identité qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas native, quoi. Et on le voit notamment avec Franz, qui va, entre guillemets, trouver sa famille, quoi, ou en tout cas sa communauté d'esprit. Oui. Et qui va la trouver parce que justement, il va entendre... Il va faire cette réflexion qu'il est perçu comme étant français, mais comme il est né en Algérie et que dès qu'il arrive, sa peau se met à brunir beaucoup, et qu'il rencontre des jeunes Afro-Américains qui sont pour certains qui ont la peau plus claire que lui. Et on lui dit, t'es algérien, alors t'es un frère algérien. Pourquoi ? Parce que les Algériens qui ont acquis l'indépendance depuis 1961 sont perçus comme des vainqueurs de l'anticolonialisme. Et que les Afro-Américains les admirent beaucoup. Tu es un frère algérien. Alors, il n'a jamais été qualifié de frère algérien, lui. Et donc, il prend conscience que c'est aussi la façon dont les gens vous perçoivent qui définit qui vous êtes, et il se met à redéfinir ce qu'il pensait être auparavant, ou qu'il ne pensait pas d'ailleurs. Il se met à le penser, alors qu'avant, il n'essayait pas de penser à qui il était sur le plan de l'origine, de ses origines ancestrales. Et ça, on ne peut le faire que quand on est face à des gens qui tiennent beaucoup à dire qui ils sont. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé en allant aux États-Unis, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est que les gens tenaient à dire qui ils étaient. Il y a une grande différence avec la France, dans laquelle, en général, ce qu'on annonce, c'est pas qui on est, c'est quel est notre statut. On est médecin, écrivain... ceci, cela. Et c'est le statut qui donne la structure de la société. Plus tu as un statut élevé, plus tu es quelqu'un d'important. Alors que c'est pas comme ça qu'on s'annonce. Moi, je me souviens, c'était pas du tout comme ça qu'on s'annonçait aux États-Unis. Je voyais des gens, on me disait, tiens, un homme venait me dire, tiens, je suis le père d'un de tes camarades. Et c'est seulement dans un second temps que chacun disait ce qu'il faisait, quel était son métier. Et c'était jamais une question de statut. C'était plutôt, qu'est-ce que je fais ? Pas qui je suis, quel statut j'ai, mais qu'est-ce que je fais, où je travaille. Où je travaille. Très souvent, d'ailleurs, ils commencent à dire, tiens, je travaille à tel endroit. Alors, évidemment, en tant que romancier, il y a une part de fiction très importante. Et quelle est la part dans ton livre de fiction et d'autobiographie C'est pas un texte autobiographique, parce que j'ai pas vécu, hélas, toutes les aventures que France a vécues. Ce qu'il y a c'est des... Comment dirais-je ?
Je voulais parler. Moi, j'ai eu une relation très intense avec ma mère américaine, celle que j'appelle ma mère américaine, qui s'appelait Betty Bourne. Et Betty, elle était. C'était pas du tout une femme expressive, très expressive comme dans ma famille où on venait d'Afrique du Nord. Elle était beaucoup plus réservée, mais elle était tout le temps. Elle me soutenait tout le temps. Puis elle m'a expliqué des trucs que je comprenais pas, même quand j'étais complètement paumé et que je demandais pas d'explication. Elle me dit, là t'es paumé, hein. Ouais. Bon bah alors viens, on va causer. Et elle était extrêmement positive. Je voulais décrire une relation comme celle-là. Je voulais pas parler de ma mère américaine à moi parce que d'abord je l'ai fait dans un autre livre il y a très longtemps et que c'est une fiction. Mais évidemment, la mère américaine de Franz a des caractéristiques de ma mère américaine. Ma mère américaine vivait pas dans un quatuor polyamoureux. Elle avait un mari, un point, c'est tout. Donc, et puis c'était pas une militante féministe aussi engagée que la mère de Franz. Mais quand elle a écrit sa première lettre à moi et à ma famille, juste avant de me recevoir, 15 jours ou 3 semaines avant que je parte, elle dit des choses comme « on t'attend avec impatience ». Et j'ai un drôle de sentiment, c'est que c'est comme si j'étais enceinte, à ceci près qu'évidemment, on ne met pas au monde, on n'attend pas un enfant de 17 ans tout de suite. Et ça m'a donné une idée, c'est que j'allais faire ce que ma mère américaine à moi n'a pas fait. J'allais donner à Hattie l'idée de faire un journal, une sorte de journal de grossesse, plutôt de journal de la présence de Franz dans leur famille. Donc c'est un procédé narratif qui me permet d'avoir une autre voix que la sienne à lui. Puis il y a beaucoup d'autres voix que ça, mais c'était aussi une manière de prolonger quelque chose que Betty m'avait dit. Donc, si tu veux, c'est ancré dans l'autobiographie, mais c'est pas autobiographique, parce que mes 3 amis, j'avais 3 copains au lycée, à Bloomington, mais j'avais pas un copain afro-américain, un copain gay, un copain dont le père était juif et la mère était asiato-américaine. Là, c'est un procédé narratif pour les faire parler à chacun de leurs origines et du melting pot. En parlant de procédé narratif, tu fais parler une maison. Oui. Et je sais à quel point tu aimes Pérec. Oui. Pourquoi faire parler la maison ? Qu'est-ce qui t'a... Alors ça a commencé dans le premier. Je fais parler la maison parce que pour moi, les maisons, enfin en tout cas la maison dans laquelle j'ai grandi, et je lui ai donné une maison à peu près similaire à la mienne, la maison dans laquelle j'ai grandi, elle renfermait des histoires que je me suis inventées. Et je lui en ai inventé d'autres encore dans les romans. Mais pour moi, c'était un lieu qui contenait les vies qui étaient passées par là. D'ailleurs, pour moi, je ne pouvais pas monter l'escalier. Il y a un escalier en bois avec un tapis vert élimé qui a dû être changé 2 ou 3 fois en 40 ans. Mais j'ai l'impression qu'il est toujours élimé, je ne sais pas pourquoi. Et je ne peux pas monter l'escalier et entendre les marches craquer sans me dire, mais il y a d'autres personnes qui ont monté les marches. Donc, qui est-ce qui a monté les marches avant et comment, etc. Donc pour moi, un lieu comme celui-là, qui est un lieu familial, dans lequel il y a plein de gens qui rentrent, il y a plein de gens qui sortent, il y a des gens qui vivent, des gens qui s'aiment, qui se détestent, etc. C'est un lieu d'histoire. Donc j'ai imaginé que la maison parlait, que la maison racontait une partie des histoires qu'elle avait vécues, qu'elle avait vu vivre à l'intérieur de ces murs. Parce que c'est vrai que ton livre, c'est touffu. Il y a énormément d'histoires, il y a plusieurs époques qui se chevauchent. C'est 4 saisons d'une série télé. Oui, parce que vas-y. Ouais, moi, du coup, en tant que romancier aussi, ça m'intéresse de savoir comment tu t'y es pris au niveau de la construction narrative. Ben, je vais rien t'apprendre. J'ai beaucoup bossé. Alors, le livre est construit comme... et c'est seulement... Tu vois, j'avais des idées, mais la façon de construire le livre, ça vient... je pense que pour toi, c'est la même chose. Ça vient au fur et à mesure qu'on écrit. C'est-à-dire que on a des thèmes, on a des histoires qu'on veut raconter, mais comment on les organise, on ne sait pas toujours à l'avance. Ouais, voilà, alors je les ai tressés. Alors, il y a eu un grand pas, j'ai franchi un grand pas quand j'ai eu l'idée, parce que pour tous mes livres, j'essaye de trouver la structure
qui va l'apporter. Alors par exemple, je voulais écrire un livre sur mes études de médecine, je ne savais pas comment j'allais l'écrire, et puis le jour où j'ai eu l'idée d'en faire, je voulais faire un roman épique, le jour où j'ai eu Les trois médecins. Le jour où j'ai eu l'idée de le construire comme un remake des Trois Mousquetaires, là j'avais ma trame, j'ai pompé la trame chez Dumas, sauf que ça se passe dans les années 70 en France. Que tu remercies d'ailleurs à la fin du livre. Bien sûr, évidemment. Je ne peux pas ne pas remercier Alexandre Dumas, tu plaisantes. Mais je remercie aussi Conan Doyle, Agatha Christie et compagnie. Et donc, parfois, la trame, ça peut être de reprendre, tu vois, une trame qui existe déjà. Une des trames que j'avais imaginées, c'était de reprendre l'Odyssée. Et d'ailleurs, il y a plein d'allusions à l'Odyssée dans le roman. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ça qu'il me fallait parce que ça collait pas. Enfin, il y avait des choses qui n'allaient pas. Ensuite, j'ai pensé à un autre roman très célèbre, c'est Autour du monde en 80 jours. Et ensuite, j'ai encore pensé à un autre voyage, parce que c'est toujours la thématique du voyage, parce qu'il part aux États-Unis, mais il explore aussi la communauté. Donc il y a un voyage à l'intérieur de la communauté. Et puis le troisième voyage auquel j'ai pensé, c'est le voyage de Darwin autour du monde, à l'issue duquel il écrit la théorie. Bon, aucun des trois ne correspondait, mais je pouvais utiliser et citer les trois. C'est-à-dire que les trois sont des influences qui s'exercent. Après, il me fallait... Moi, j'aime savoir comment je commence et comment je finis. Et à peu près combien j'ai de parties. Bon, alors là, c'était simple. Il fallait que ce soit... ça se passe pendant 1 an. Donc, ça commence en août, ça se termine en juillet. On va faire un truc qui fait 4 saisons. Et là, je me suis dit, 4 saisons. Puis j'avais un autre désir, c'est qu'il y ait la chanson tout le temps. 4 saisons, des chansons. Je vais faire un double album vinyle. Et donc le livre est construit comme un double album vinyle, un par saison, une phase par saison. 25 titres, c'est des grands albums vinyles. 25 titres sur chaque face. Et il se décline comme ça, puisque chaque chapitre en fait porte le titre d'une chanson, soit en anglaise ou américaine, soit française. D'ailleurs, la bande originale est disponible sur YouTube. Et YouTube. la bande originale est disponible sur YouTube. Si vous ayez sur YouTube, vous tapez France en Amérique dans la fenêtre de recherche de YouTube et vous avez la playlist dans l'ordre des chapitres. Et vous pouvez écouter la playlist en même temps que vous lisez le roman. Ou vous pouvez écouter la chanson du chapitre, puis ensuite lire le chapitre et ainsi de suite. Donc je me le suis fait pour moi. Je me suis dit, il faut que je la donne, faut que ce soit. Je ne veux pas que les lectrices et les lecteurs soient obligés d'aller chercher, parce qu'il y a 106 chansons quand même. Donc... Et tu vois, ça s'est fait petit à petit. C'est pas quelque chose que j'ai décidé d'emblée. C'est en tâtonnant, tu vois, par association d'idées. Les saisons, le disque, tu vois, la playlist, les chansons. Ensuite, il faut chercher aussi l'ordre dans lequel on raconte les choses, parce que je savais que j'avais, disons, il y a 4 grands brins narratifs. Il y a les lettres et le journal de Franz. Il y a les lettres et le journal de Hattie, et ils ne savent pas tous les deux qu'ils écrivent des journaux. Il y a le récit d'Abraham sur ce qu'il fait le jour où il y a 3 gendarmes qui viennent l'arrêter, et puis que pendant 15 jours, il ne peut pas travailler. Et puis, il y a le récit qui est fait beaucoup plus tard par Claire, sa femme, qui raconte à quelqu'un qui l'interroge et dont on connaîtra l'identité qu'à la fin, qui raconte son itinéraire de militante du planning qui s'occupe aussi d'un réseau clandestin d'avortement. Bon. Donc, et ces quatre récits, alors pour moi c'était très clair parce que je voulais que tout le monde ait une histoire à raconter, parce que je voulais aussi qu'il y ait des ponts entre l'Amérique et la France. Et après je les ai tracés. Mais il y a des choses qui se surajoutent. Par exemple, il y a des chapitres historiques. C'est quoi les Black Panthers? Voilà. Et puis tout ça est encadré en fait par des conversations entre Franz, et on est en fin 2020, c'est la pandémie, son père a 103 ans, Abraham a 103 ans, et il a la Covid, et il est en train de le soigner, enfin d'essayer de le soigner, parce que lui, il n'est pas médecin. Et puis un de ses amis qui s'appelle Marco, qui est à Montréal, qui est romancier, qui a été médecin. Et Franz l'appelle en lui disant, est-ce que je voudrais écrire un roman sur mon séjour aux États-Unis, mais
quand même, je suis plus tout jeune. Et puis Marco lui dit, tu sais, il faut bien commencer un jour. Il n'y a pas d'âge. Ouais, mais quand même, tu veux bien m'aider? Bien sûr, pas de problème, mon pote. Moi, je te dis tout ce que tu veux. Et ils lisent tous les deux les archives de Franz. Alors, une partie des archives qui vient de sa famille américaine, qui lui a envoyé à Montréal, parce qu'il a peur que ça se perde dans l'Atlantique. Et puis lui, il en a aussi. Et ils lisent tout ça. Donc, il y a plusieurs niveaux de narration. Mais tout ça, c'est venu, encore une fois, cette construction-là, elle est venue après beaucoup de tâtonnements. Une fois que je savais à peu près ce que je voulais faire, bon, ma voie, si tu veux, était à peu près tracée. Tu vois, je savais que je commençais en août et que je finissais en juillet l'année suivante. Et puis il y a des choses qui se rajoutent. Et de temps en temps, alors voilà, Marco se dit, tiens, c'est quoi les Black Panthers? Donc il y a un chapitre dans lequel il raconte ce que c'est les Black Panthers, parce qu'il est allé regarder sur l'internet, tu vois. Il est allé regarder sur les. Puis à un autre moment, il entend Franz lui dire, oui, on avait des discussions très vives dans la famille parce qu'ils sont tous très militants, très engagés. Et un jour, je dis, mais quand même, on est en pleine guerre du Vietnam. Il dit, quand même, comment se fait-il que vous soyez allé vous fourrer dans cette guerre à l'autre bout du monde? Et puis sa sœur américaine, Chris, lui dit, mais c'est pas les Américains qui ont commencé la guerre du Vietnam, c'est les Français. Donc, il y a un chapitre sur l'Indochine. Et ensuite, il y aura un chapitre sur la guerre du Vietnam. Et Franz, à qui on demande de se définir dans ses origines, eh ben, il va essayer de chercher qu'est-ce que c'est que d'être un fils de juif d'Algérie. Et en parallèle, Marco se dit, ben, c'est quoi en fait, c'est quoi l'histoire de l'Algérie et des Juifs? Et il commence, et il fait une sorte de rappel historique de ce que c'est que là. Donc il y a différents niveaux de narration qui correspondent en fait aussi à ce que moi j'ai trouvé, ce que j'ai lu, ce que j'ai synthétisé, ce que j'ai compris en faisant cette recherche. C'est-à-dire que ce qui est particulier dans ce livre-là, qui m'était jamais arrivé, c'est que quand on écrit un roman historique, en général, j'ai pas lu tous les romans historiques, mais en général, les sources historiques sont pas annoncées ou alors seulement en annexe à la fin. C'est pas le narrateur qui raconte les sources historiques. Et là, je me suis dit, je vais parler des sources historiques en tant que narrateur, de ma voix de narrateur, pour qu'on sache bien que je suis un narrateur. Comment dirais-je tu triches pas. Je triche pas. Mais surtout, je prétends pas que je suis un historien, si tu veux. Je parle de ce que j'ai appris et qui est sûrement partial, etc. Et donc, j'assume que c'est moi qui le raconte. Je ne sais pas si tu as lu un roman d'un écrivain anglais qui est un peu oublié, qui s'appelle John Fowles, qui s'appelle La maîtresse du lieutenant français. Et il faut lire ça. Et c'est un roman d'amour historique. Et moi, c'était la première fois que je voyais ça. Et John Fowles parle de sa voix dans le roman. C'est-à-dire que quand il parle de la condition des femmes à la fin du 19e siècle en Angleterre, il vous dit, vous savez, la condition des femmes... Et il te parle en tant que le narrateur de l'histoire. C'est-à-dire qu'il fait des inserts de commentaires historiques ou sociologiques qui sont beaucoup moins longs que les miens, parce qu'il les fait au fil de la plume. Et donc, tu as l'impression que c'est lui qui... C'est vraiment... Il est là. Les éditeurs n'aiment pas trop ça, d'une manière générale. Les éditeurs n'aiment pas trop quand on fait ça, parce qu'ils ont l'impression qu'on va sortir le lecteur de la narration, ou qu'on va écrire un livre à thèse. Ouais, tu vois ouais. Moi j'ai pas eu de problème avec mon éditeur. La seule chose dont j'avais peur, c'est que c'est quand même un livre... À la fin, je me suis rendu compte que c'était un livre très long. Il paraît pas comme ça, parce que les deux autres, ils sont grossis. Bon, ma blonde dit, toi, t'écris des pavés. Et donc il faut que tu acceptes. Tu écris des pavés, donc tu vas écrire un pavé. Et quand je l'ai fini, je me suis dit quand même c'est plus long que les autres pavés que j'ai écrits. Et la seule crainte que j'avais, c'était qu'il me dise c'est trop long. Et puis il m'a dit ton livre il tient comme il tient, il est comme ça, tu peux pas le raccourcir. C'est comme ça que tu l'as construit. Donc s'il y a des gens qui disent que c'est trop long, et là il parlait des critiques, parce que les lecteurs et les lectrices en général, quand elles décident de lire un truc, moi je sais que Michel Strogoff, Les Indes Noires, toutes les aventures de Sherlock Holmes, ça me gêne pas que ce soit long. Je veux dire, si on reste dans l'univers longtemps, on est content. Donc il m'a dit non, mais il m'a pas du tout, comment dirais-je, fait de commentaires sur au contraire. Il n'a pas tordu le bras, quoi. Ah non, pas du tout. Alors là, je dois dire que... Et c'est un éditeur,
je veux dire, j'ai eu l'expérience, alors c'est comme avec Paul Oczachowski qui avait créé la maison, donc là c'est Frédéric Boyer qui a pris la direction de la maison après la mort de Paul Oczachowski. Frédéric, c'est aussi un auteur maison, enfin c'était un auteur de maison, il ne se publie plus dans la maison, mais il était aussi éditeur dans une autre maison. Et l'un comme l'autre, il leur est arrivé, quand je leur donnais un manuscrit, de me dire, ben là, il y a soit ça fonctionne pas, soit il y a des trucs qui nous gênent un peu. Ce qui m'a amené, par exemple, aussi bien pour Abraham et Fils que pour l'École des soignantes, que j'ai écrit juste avant celui-là, de réécrire tout ou partie du roman. Donc, c'est pas des gens qui ont peur de dire ça colle pas, si tu veux. Hein. C'est pour ça que je m'attendais à ce qu'ils me disent ben, peut-être que c'est trop long. Il m'a dit non, ça tient debout comme ça, donc ne touche à rien. Alors, je sais plus pourquoi je dis ça, mais donc j'ai fait une belle expérience de voyage dans le temps et de narration, comment dirais-je, multiple. C'est-à-dire que non seulement il y a beaucoup de thèmes et il y a beaucoup de personnages, mais il y a aussi des modes de narration multiples. Je vais te proposer de répondre à des questions dans le public. Bon, mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi Non, mais dis-moi ton avis, toi, parce que tu me demandes mon avis en tant qu'auteur. Moi, je te demande. C'est ce qui m'intéresse, moi. Non, mais d'accord, mais moi, je te demande ton avis en tant que lecteur qui aussi, de temps en temps. Si j'ai demandé à animer la rencontre, c'est que j'ai. Tu savais pas, tu l'avais pas lu encore. Je savais que j'adorerais parce que j'aime ce que t'écris. Oui, non, mais ça, c'est. Non. Alors, je vais te dire. Pour tout te dire, j'ai appris plein de choses. Voilà, j'ai dévoré. Il y a le côté romanesque du coup qui fait qu'on tourne les pages. Et puis, et c'est vrai, et c'est ça qui m'a passionné aussi en tant que militant moi-même. J'ai appris plein de choses que j'ignorais, y compris sur l'histoire de mon militantisme. Voilà. C'est une somme, quoi. C'est vraiment un bouquin où on tourne les pages et on apprend. Voilà. C'est super. Mais mais on rigole un peu quand même. Oui, non, mais ça c'est, je sais pas, c'est toujours difficile de. Oui, c'est toujours compliqué quand on parle avec un ami comme ça. Non, mais tu as le droit de dire ce que tu ressens quand même. Si, ce que je te dis, je l'ai aimé. J'ai aimé quand tu parlais des romans, des histoires d'amour, voilà. J'ai aimé particulièrement. L'histoire entre Abraham et son épouse, voilà. Oui, ça c'est oui. Voilà. Mais à chaque fois que je me disais, mais je voudrais savoir quelle est la part de fiction et quelle est la part de romanesque. C'est plus du romanesque. C'est 98% de romanesque. Il fallait pas me le dire ça. Mais pourquoi moi je suis content d'écrire des livres romanesques. Je veux dire, est-ce que tu peux... Écoute, tu lis Les Trois Mousquetaires. Je veux dire, c'est une question qu'on n'a jamais posée à Dumas. Quelle est la part d'autobiographique ? Bon, il y a sûrement de l'autobiographique sur le plan émotionnel, sur le plan... Bon, tu décris une conversation entre deux personnes qui sont en train de se regarder comme ça. Il y a sûrement quelque chose de personnel. Comment dirais-je, les conversations entre Franz et la personne dont il va tomber amoureux. Évidemment que j'ai mis des choses personnelles dedans. Pas forcément celles qu'on imagine, si tu veux, mais évidemment que j'ai mis des choses personnelles dedans. Avant de faire passer le micro, je voulais te demander, est-ce que tu accepterais de nous lire un passage que j'ai... Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Après, je sais que parfois on n'aime pas trop lire. J'adore lire, alors simplement, vous savez des sandwichs, parce qu'il y a 800 pages quand même. Hein. En attendant, c'est quoi le prochain ? Oh mon Dieu. Le prochain, je pense, le prochain roman, parce que j'ai d'autres projets qui ne sont pas des romans, le prochain roman, ce sera un roman probablement qui s'appelle déjà, j'ai déjà le titre de travail, qui sera probablement le titre final, qui s'appelle Alger 1942. Et parce que en 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord, et alors qu'ils ont été reçus à coups de canon au Maroc et à coups de canon en Tunisie, à Alger, ils sont reçus sans un coup de feu. Pourquoi ? Parce qu'il y a 600 militants résistants juifs qui inactivent la police de Vichy, le gouvernement général, la radio, etc., et qui donc empêchent
la police française, l'armée française qui est là et le peu d'armée allemande qui est là, d'empêcher, qui les bloque et qui les empêche de s'opposer au débarquement. Or, il se trouve que parmi ces 600 personnes, il y avait mon père et mes 2 oncles, qui ne m'en ont jamais parlé. Mais pourquoi ? Bonne question. Excellente question. Et c'est pour ça que je vais écrire le livre, pour essayer de trouver un embryon de réponse. Alors qu'ils ont parlé de tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, c'est des gens qui parlaient beaucoup, qui racontaient beaucoup d'histoires. C'est d'ailleurs pour ça que j'écris des romans, parce que moi je ne pouvais pas en placer une, donc il a fallu que... Mais ils n'ont jamais parlé de ça. Alors que c'est un haut fait d'armes. Enfin, je veux dire, c'est même historiquement, il y a eu des gens qui ont écrit sur le sujet, mais ils n'en ont jamais parlé. Donc, et ce sera probablement un roman à énigme, enfin une sorte de roman policier. Je voudrais revenir. Il y a un petit peu, d'ailleurs, dans... Comment il y a un petit peu ? C'est pas un petit peu. Non, il y a une enquête. Il y a une enquête. Il y a une enquête. En fait, c'est une enquête. C'est Abraham qui fait une enquête du Club des 5. On sent ton goût pour les séries, du coup. Voilà, c'est du Club des 5. Et alors, sauf qu'il est tout seul, mais il a un chien. Donc c'est vraiment du côté Page Turner, tu vois, où on a envie. Écoute, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail parce que moi je veux que les gens ils tournent les pages et qu'ils s'arrêtent pas. Qu'est-ce que tu veux ? Tiens, ici jusqu'à. D'accord. Alors attends, faut que je mette mes lunettes. Mais... Alors donc c'est un chapitre. Oui, ça c'est Claire. Donc Claire c'est la mère adoptive de France, la femme d'Abraham. Qui dit et le chapitre s'appelle Mon homme et c'est chanson de Juliette Gréco, sous-titre Les belles histoires de Tante Yvonne 7. Alors Tante Yvonne c'est le nom du réseau d'avortement clandestin de Claire, enfin dans laquelle Claire milite. Donc c'est Claire qui parle. Dans les années 60, on ne parlait pas de violence contre les femmes. Le terme consacré c'était femme battue et c'était considéré comme rare, jusqu'à ce que plusieurs enquêtes montrent que la moitié des femmes françaises, tu te rends compte, avaient déjà subi des châtiments corporels. Ça disait bien ce que ça voulait dire. Les femmes méritaient qu'on les punisse. De quoi ? Seuls les hommes le savaient. Et si ça te surprend aujourd'hui, tu devrais faire une cure de chansons de l'époque. Quand Brassens chantait La Fessée, ça faisait rire. Quand Juliette Gréco, l'égérie de Saint-Germain-des-Prés, reprenait Mon homme, une chanson popularisée par Mistinguett dans les années 30, puis par Patachou dans les années 50, personne n'y voyait hardir, alors que les paroles étaient tout simplement révoltantes. Il me fout des coups, il me prend mes sous, mais je m'en fous, c'est mon homme. Et la femme s'est fait pour souffrir, et je suis comme un chien. Nous, on voyait arriver tous les jours des femmes qui se faisaient rouer de coups, qui étaient humiliées et violées tous les jours, et qui se retrouvaient enceintes par-dessus le marché. Alors quand ce genre de chanson passait à la radio, on avait envie de tout foutre en l'air. Ça m'est arrivé une fois d'ailleurs. J'ai pris le transistor, je l'ai jeté de l'autre côté de la cuisine, il a volé en 1000 morceaux, et ça a fait un tel bruit qu'Abraham est sorti affolé de son cabinet de consultation en pensant qu'il m'était arrivé quelque chose. La chanson, pour moi, la chanson, c'est vraiment... Ce gimmick que j'ai fait de faire une playlist que vous pouvez écouter, c'est pas juste un gimmick, parce que chaque chanson donne son thème ou sa tonalité à chaque chapitre. Et j'ai soigneusement écouté toutes les chansons plusieurs fois, parce qu'il y en a que j'avais retenu et que j'ai écarté, parce que ça ne contenait pas la substance de ce que je voulais mettre dans le chapitre. Même, à un moment, j'avais même prévu presque... Alors, de temps en temps, il y a des citations des chansons, titres à l'intérieur qui sont visibles, d'autres qui sont moins visibles. Mais c'était surtout que je voulais être fidèle à l'esprit de ça. Et donc, là, il y a une... Alors, et puis Claire, par exemple, plus loin, dans un autre chapitre, explique qu'il y a une chanson de Barbara qui lui a toujours donné des boutons, alors elle l'a réécrite. Et donc, je lui fais réécrire la chanson de Barbara, qui s'appelle Mes hommes. C'est toujours des histoires de... et puis il y a aussi beaucoup de choses sur les chansons américaines et le fait que, exactement comme elle critique le contenu, Franz se rend compte que beaucoup de chansons de l'époque où il a été aux États-Unis, par exemple, parlaient de la guerre du Vietnam, sans jamais la mentionner des fois. Mais que pour tout le monde, c'était clair que ça parlait de la guerre du Vietnam, du fait que les gens mouraient, qu'on les envoyait au casse-pipe sans leur demander leur avis, etc. Oui, parce que ça irrigue tout le bouquin. On sent bien à quel point la culture est à double tranchant. C'est-à-dire qu'elle peut servir d'instrument de propagande
ou instrument du coup de protestation. De protestation, voilà, et de critique sociale. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un livre extrêmement d'actualité, quoi, avec tous nos débats autour de ce qu'on appelle la culture du viol. C'est bizarre que tu parles de l'époque d'hier et en fait on n'entend parler que de l'époque d'aujourd'hui en lisant ton livre. Oui, parce que je pense que même si les choses évoluent, et je pense qu'elles évoluent pas vite. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait d'actualité dans ce qui se passait il y a 50 ans, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Martin ? J'ai des réponses. Qui est-ce qui a des questions ? Allez-y. Je voudrais, à propos des chansons justement que vous avez utilisées en titre, je voulais savoir si les chansons venaient illustrer une fiction et des chapitres que vous aviez conçus, ou bien si parfois les chansons pouvaient vous donner des idées, pouvaient vous inspirer des chapitres. Alors en fait, il y a les deux. Il y a un exemple. Il y a un exemple qui est une chanson américaine de Bobby Gentry qui s'appelle Ode to Billie Joe. Et Ode to Billie Joe, ça a été traduit par Joe Dassin. C'est la chanson de Joe Dassin qui s'appelle Marie-Jeanne. Bon. Et donc, il y a pour illustrer justement les contenus cachés des chansons, quand je me suis rendu compte qu'il y avait deux versions, il y avait Ode to Billie Joe et Marie-Jeanne, et que je les ai écoutées très attentivement, ça m'a donné l'idée d'un chapitre que je n'avais pas prévu de faire, qui est un chapitre dans lequel, en fait, deux élèves de Hattie, Franz et quelqu'un d'autre, font une analyse comparative des deux chansons. Parce que lui, il connaît très bien la version française et l'autre connaît très bien la version américaine. Et ils se rendent compte que, alors que le point de vue est complètement différent, parce que Ode to Billie Joe, c'est une femme qui parle du suicide d'un jeune homme, qui a peut-être été son petit ami, mais on ne sait pas. Et dans Marie-Jeanne, c'est l'inverse. C'est un homme qui parle du suicide d'une femme, qui a peut-être été sa petite amie, mais on ne sait pas. Et alors que la version française est très fidèle à la version américaine, l'inversion des genres produit quelque chose qui est complètement inattendu. Donc, en fait, ça a marché dans les deux sens. C'est-à-dire que quand je voulais écrire un chapitre et que je connaissais le contenu du chapitre, je cherchais une chanson qui allait pouvoir la musicaliser, si vous voulez. Mais l'inverse s'est produit également. Il y a un autre chapitre dans lequel, en fait, c'est Franz à qui il est arrivé quelque chose de très émouvant. Et puis, il entend une chanson de Louis Armstrong qui s'appelle How long has this been going on? Depuis quand ça dure ce truc-là? En fait, moi, je l'ai traduit autrement. Et en fait, c'est une chanson de George et Ira Gershwin, qui veut dire, qui commence en disant quand j'étais tout bébé, enfin en anglais. Quand j'étais tout bébé, je détestais que mes tantes et mes cousines m'embrassent parce qu'elles m'en mettaient partout. Enfin, et donc j'ai juré que je me laisserais plus jamais embrasser. Et je viens de changer d'avis. Bon. Et donc, et moi j'aime tellement cette chanson que j'ai fait une traduction. Enfin, j'ai fait faire à Franz une traduction. Je n'avais pas prévu de faire comme ça. C'est parce que je voulais le faire parler de. Il réalise quelque chose parce qu'il a eu une expérience à la fois sensuelle et émotionnelle à laquelle il ne s'attendait pas. Et la chanson est venue nourrir C'est-à-dire, comme je ne peux pas le faire parler, parce que moi je ne sais pas très bien faire parler les gens de leurs émotions, il en parle en traduisant la chanson. Donc, vous voyez, ça va dans tous les sens. C'est pas... comment dire, je suis prêt à me laisser surprendre et à faire des choses que je n'avais pas prévues. On sent dans le livre aussi, il y a une vraie liberté de ton, d'écrivain. On sent que tu dis ce que tu as envie de dire à travers tous les personnages qui sont un petit peu tes porte-voix aussi. Oui, et puis moi j'espère que je suis aussi le porte-voix de militantisme qui sont pas les miens parce que je les ai pas vécus. Tu le fais jamais de manière appuyée. On parlait de livre à thèse tout à l'heure, c'est pas du tout un livre à thèse, c'est un livre qui est rempli d'anecdotes, rempli d'histoires, extrêmement bien documenté. Mais on se sent pas, c'est pas tonton Martin au-dessus de l'épaule qui dit voilà ce que tu dois penser, tu vois. C'est non, c'est on est dedans avec les personnages. Il y a un petit côté aussi chronique de San Francisco, tu sais. Oui, c'est ce qu'on m'a dit et j'en suis très heureux parce que oui, c'est un compliment. C'est un compliment. Mais chronique de San Francisco, mais faite par quelqu'un d'extérieur, alors que Armistead Maupin, lui, il vivait dedans. Mais oui, il y a un côté chronique de la vie quotidienne, c'est vrai.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non, te lève pas. Pardon. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser à Martin? Vous avez le droit d'en poser 2, il n'y a pas de limite. Merci. C'était à propos des changements de typographie dans le texte. Oui. Est-ce qu'ils servent simplement au lecteur de repérage visuel pour voir qu'on change de mode de narration, ou bien est-ce que le choix de la police en elle-même a du sens pour vous et doit avoir un effet sur le lecteur? Alors, c'est très prosaïque. Je vous explique. J'ai écrit mon roman. Dans le temps, j'écrivais avec Word. Et j'écrivais au kilomètre. Mais Word, c'est pas un logiciel très pratique pour construire des romans très longs. Donc depuis quelques romans, j'ai adopté un autre logiciel qui s'appelle Scrivener. Et Scrivener, c'est formidable parce que vous pouvez traiter tous vos chapitres individuellement. Vous pouvez les traiter par groupe. Vous pouvez les changer. Vous avez comme un tableau sur lequel, sur votre écran, vous avez une sorte de tableau où vous punaisez chaque chapitre individuellement. Donc vous pouvez changer d'ordre. Comme j'avais plusieurs niveaux de narration, je voulais que ce soit visible à l'œil nu pour les lectrices et les lecteurs parce que je voulais pas que les gens soient perdus. Donc j'ai adopté une police par mode de narration. Bon, quand Abraham il raconte, en fait il enregistre son récit et puis c'est tapé à la machine par Claire parce que lui il s'est pas tapé à la machine. Donc il y a une police de dactylographie. Et comme ça on reconnaît tout de suite qu'on est, dans la version originale parce que je crois qu'ils l'ont pas conservé dans le livre final, il y avait une police de dactylographie. Il y a un chapitre où Franz dit qu'il a appris à taper à la machine. Donc celui-là, il est entièrement typographié sans accent parce que il n'y a pas d'accent sur les machines américaines. Donc c'est vrai qu'il y a un jeu visuel pour certains, mais globalement, c'est plutôt fait pour que les lectrices et les lecteurs se repèrent facilement dans qui est en train de parler. Comme il y a plusieurs narrations et qu'elles s'entrecroisent, je voulais que les gens se perdent pas, donc j'ai pas mis seulement le titre de la chanson. Quand, par exemple, c'est le récit de Claire, c'est les belles histoires de Tante Yvonne. Quand c'est le récit d'Abraham, c'est les mystères de Tillier. C'est pour ça que je dis que c'est une enquête du Club des 5. Mais je l'ai conçu comme ça, tu vois. C'est parce que Abraham peut pas travailler, il peut pas faire de médecine, que il décide de s'occuper d'un chien dont le maître est absent et de partir se promener. En fait, c'est le chien qu'il met sur la piste d'une série de crimes abominables. Et ils vont découvrir tous les deux. Ils vont élucider le mystère tous les deux. Mais donc, pour moi, c'était important que les gens ne se perdent pas. Alors, en fait, toutes les typographies différentes que j'avais utilisées dans mon Scrivener, parce qu'avec Scrivener, c'était beaucoup plus clair, parce que si je mélangeais les chapitres et que je ne voyais pas la différence entre les différentes typographies, j'étais perdu aussi. Mais en fait, on n'a pas gardé toutes les typographies. On a gardé que celles qui vraiment étaient utiles. Juste avant que tu passes au dédicace, je voulais juste te poser une question. Je t'écoute. Comment tu vas? Écoute, j'étais gentil, je vais très bien. Non, mais c'est vrai, je vais très bien. Ça a été une longue aventure d'écrire ce livre pour des tas de raisons. J'ai été comme vous, et ça m'a cassé vraiment dans le début de l'écriture du roman. J'étais comme vous extrêmement brutalisé par la pandémie. Et puis je n'ai réussi à en sortir qu'en écrivant, mais en intégrant la pandémie dans le roman, c'est-à-dire en disant voilà où nous sommes tous. Parce qu'au début je me suis dit mais quel intérêt ça peut avoir d'écrire un roman. Ouais, puis d'écrire un roman qui se passe il y a 50 ans aujourd'hui. Et en fait, comme tu me le disais tout à l'heure, il y a plein de ponts non seulement il y a des ponts entre la France profonde de 71 et la Californie de 71, mais en plus il y a des ponts entre ce monde-là et puis le monde d'aujourd'hui. Et en particulier, pendant tout le livre, il y a aussi un fil rouge qui est la guerre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent à plusieurs reprises, parce que la guerre en 1971, la Seconde Guerre mondiale, elle s'est terminée il n'y a pas très longtemps, quoi. Ça fait 25 ans. Il y a la guerre du Vietnam, il y a eu la guerre d'Indochine. Et il dit, on est tous des enfants de la guerre. Et puis juste au moment où j'étais en train de terminer le roman, il y a la guerre en Ukraine.
Donc, d'un seul coup, je me suis dit, oui, finalement, c'est pas si déphasé que ça, ce que je raconte. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui et qui peuvent tout à fait trouver des éclairages dans ce qui s'est passé il y a 50 ans. C'est pour ça que, enfin, le bouquin, enfin, vraiment, lisez-le dans le sens où on a l'impression que tu nous parles vraiment du monde d'aujourd'hui. Et c'est pas du tout une leçon de choses ou un document historique, tu vois. On apprend plein de choses, mais on apprend plein de choses aussi sur le monde qu'on est en train de voir se défaire peut-être devant nos yeux aussi. Donc, mais non. Enfin, il faut être un peu plus. En plus, alors, c'est un roman optimiste. Hein. C'est-à-dire, c'est pas un roman dont vous allez sortir. Enfin, j'espère que t'en es pas sorti désespéré. Moi, ça m'a fait du bien de le lire. Eh ben voilà. Tu m'as pas demandé comment j'allais, mais c'est. Non, mais écoute, je t'ai pas demandé parce que je veux pas le demander devant tout le monde. Je veux pas que tu répondes devant tout le monde. Mais si tu me dis, tu sais, moi, ma philosophie, c'est comme la tienne en tant que professionnel de santé. Moi, je veux que les gens, après m'avoir vu, ils aillent mieux qu'avant, ou au moins pas plus mal, si tu veux, hein, ou même moins mal, tu vois. Ben, les livres, c'est pareil. Je veux que les gens, quand ils ont fini, et je pense que toi, c'est particulièrement vrai parce que chaque fois que je lis je suis sur Instagram ou Facebook, etc., les gens qui disent, viens de lire le dernier ou le premier Baptiste Beaulieu, peu importe, ils disent, comme je me sens bien, comme ça m'a fait du bien, donc on est pareil, et je pense que c'est intéressant qu'on soit pareil dans notre profession de soignant et dans notre profession d'écrivain. C'est qu'on a envie que les gens se sentent mieux après qu'on les ait touchés d'une façon ou d'une autre, tu vois. Non, pour te dire, c'est que moi, j'ai un projet de paternité en ce moment, et je suis très angoissé sur la marche du monde, et c'est vrai que ton livre a suscité en moi une forme de mélancolie, en me disant, ce monde-là, alors qu'il y avait plein de défauts, hein, plein de violences, j'ai l'impression qu'il est... alors peut-être, c'est aussi une réussite en tant qu'écrivain d'avoir réussi à injecter comme ça de la mélancolie, en tout cas à susciter chez le lecteur le sentiment d'une époque qui est partie et qui ne reviendra jamais. Moi, ça m'a rendu mélancolique, si tu veux, d'une période que j'ai même pas connue. Mais tu sais, quand tu penses aux années 70, il y avait quand même, je veux dire, ils avaient leurs problèmes aussi. Ah ouais, ils avaient je veux dire, par exemple, on était encore en pleine guerre froide. Hein. Oui. Je veux dire, là, c'est réactivé par la guerre en Ukraine, mais eux, c'était tout le temps. Moi, je me souviens des signes qui indiquaient les abris anti-atomiques sur l'école, qui dans les années 70, c'était toujours là. Des films entre guillemets éducatifs qui montraient aux enfants ce qu'il fallait faire s'il y avait une explosion atomique. Ça servait strictement à rien, mais c'était fait pour. Bon. Donc, ils vivaient aussi dans une période où ils étaient nostalgiques. D'accord. Et bon, il y a un certain nombre de choses quand même qui ont évolué, qui ont changé. Je pense que, enfin, comment dire. Moi, en tant que soignant, je me dis, bon, quoi qu'il arrive dans les 50 ou 100 ans qui viennent, on a encore du travail à faire, ne serait-ce que pour empêcher des gens de souffrir au quotidien. C'est ce que tu fais. Oui. Les gens viennent, tu les accueilles pas en leur disant « Ouais, vous avez vu en Ukraine non. » Tu leur qui pleure. Voilà, c'est ça, tu vois. Tu leur dis bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour votre genou, parce que c'est ça qui leur pourrit la vie maintenant. Et la condition humaine, c'est ça, c'est que faut bien aussi qu'au jour le jour, on fasse des trucs pour pas être trop trop malheureux, trop souffrir, etc. Donc on aura toujours à faire ça. Et donc personnellement, je pense que je me dis bon, je peux rien faire pour. D'abord, si j'étais Dieu, je nous transformerais tous en bonobos. Parce que le problème serait réglé. Mais comme je ne suis pas Dieu, je me dis, bon, on ne peut faire que tant de choses, mais au moins autour de nous... Non, pas cultiver notre jardin, c'est pas ça, c'est au contraire, c'est autour de nous, faisons en sorte d'aider les gens qui souffrent à moins souffrir. Parce que ça, on peut le faire. On peut le faire tous les jours. Je veux dire, tu fais ça tous les jours. Ça n'a l'air de rien au niveau de la planète. Mais pour la personne dont tu t'es occupé,
c'est du 100%. Après, ça ne résout pas nos problèmes personnels, mais on en tire une gratification qui nous permet de continuer. Et je vais te dire, toi, tu veux avoir des enfants maintenant et tu n'en as pas. Moi, j'en ai 6. Je me fais du souci aussi. Hein. Je me fais du souci aussi. Oui, madame. Non, mais ça fait depuis que je suis au Québec, je suis plus professionnel en exercice parce qu'il aurait fallu que je passe des équivalences et c'était très compliqué. Non, maintenant, pendant de nombreuses années, j'ai fait de l'enseignement. Par exemple, de l'enseignement de la clinique. J'ai enseigné à des étudiants en médecine. Enfin, j'ai soutenu des étudiants en médecine pour les inciter à écrire, par exemple, ou à avoir des activités artistiques. J'ai donné des cours d'éthique parce que moi-même, je me suis allé me former à l'éthique. J'ai donné des cours d'anthropologie. J'ai parlé d'éthique dans les séries télé. Je leur ai fait réfléchir à ce que c'est que l'éthique d'une relation de soins en leur montrant des épisodes de Urgence et de Dr House et de Grey's Anatomy. Et ils adorent ça parce que c'est vachement plus facile à regarder que d'aller lire des nouvelles d'Hemingway ou des trucs comme ça, comme moi je le faisais quand. Donc, mais il y a différentes manières de soigner. Bon, il se trouve, et ça c'est elle qui le dit, c'est pas moi, que par exemple un livre comme Le cœur des femmes, ça, et là je l'entends de plus en plus, ça suscite des vocations de jeunes gens qui lisent ça, qui disent ben, je vais devenir sage-femme, je vais devenir infirmier ou infirmière. Donc c'est pas moi qui soigne, c'est eux qui vont soigner, mais si ça les a incités à soigner, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Enfin, à soigner, pas à être docteur, mais à soigner. Donc, il y a ça aussi, les professionnels de santé, elles et ils ont besoin d'encouragement. Elles et ils ont besoin d'être soignés, n'est-ce pas? Hein? Également. Ben oui, il faut soigner les soignantes. Vous pouvez pas faire... Enfin, c'est pour ça que, par exemple, en médecine, moi, je milite pour que les études de médecine changent, parce qu'on ne peut pas enseigner à soigner à des gens qu'on maltraite. Les études de médecine sont d'une violence extraordinaire. Donc voilà, il y a différentes manières indirectes de le faire. Donc voilà, j'ai pris un peu la tangente. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Oui. Du coup, ça n'a rien à voir avec le livre, puisque malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre t-shirt, s'il vous plaît? Mon t-shirt. Alors, mon t-shirt, tu sais ce que c'est, Antoine, toi? Tu la reconnais pas? Mon t-shirt, c'est le personnage qui est sur mon t-shirt, s'appelle Kira Nerys. C'est un personnage de Deep Space Nine, de Star Trek Deep Space Nine. Deep Space Nine, c'est une série qui parle de la guerre, de la religion, et ça a été tourné en fait pendant la guerre en Tchéquie, en Slovaquie, etc. Et Kira Nerys est une femme qui vient d'une planète qui a été occupée, dont les occupants sont partis, et qui est encore une résistante. Alors, ils ont fait un t-shirt où ils lui ont mis le truc de Che Guevara. Et c'est un t-shirt que ma blonde n'aime pas parce que ça la fout mal à l'aise. Et vous savez pourquoi ça la fout mal à l'aise? Parce qu'elle a l'impression que c'est Anne Frank. Alors je lui dis non, c'est pas Anne Frank. Donc, et moi, je suis venu pour parler avec Baptiste. Je me suis dit, je vais mettre Kira Nerys parce que c'est mon t-shirt de militante. Voilà. Et c'est un très beau personnage. C'est une très belle série. Si vous avez l'occasion de regarder ça, c'est une série formidable. Pardon? Ça s'appelle Star Trek Deep Space Nine. Deep Space Nine, c'est le nom d'une station. Il y a une série Star Trek qui ne se passe pas dans un vaisseau, mais dans une station spatiale, qui est une sorte d'avant-poste ou d'arrière-poste en marge d'une planète qui a été occupée, qui s'est libérée de son oppresseur. Les fans appellent ça DS9. Si on vous dit DS9 sur un truc, ils savent tous ce que ça veut dire. Voilà. Donc j'aime beaucoup mon t-shirt. Alors, mon t-shirt, en fait, je l'ai reçu comme cadeau parce que j'ai cofinancé un documentaire sur Deep Space Nine qui avait été cofinancé par, tu vois, un Kickstarter, etc.
Et parmi les cadeaux, en fonction de ce que vous donniez, parmi les cadeaux, ils vous envoyaient le DVD, mais vous envoyaient aussi, vous aviez le droit d'avoir un t-shirt. Et moi, j'ai choisi le t-shirt de Kira parce que, voilà, je voulais porter une militante féministe sur mon thorax. Je vous remercie à toutes et tous d'être venus. On remercie Martin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il s'agissait de Martin Winkler, auteur de France en Amérique, paru aux éditions POL, à la librairie Ombre Blanche, le 26 octobre 2022. Réalisation et mise en onde de cette rencontre, Radio Radio.